14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. D'une certaine façon, je devais obéir. C'était une question de vie ou de mort. Bonjour, on le surnommait El Patron, El Doctor ou encore El Diablo, le diable. 18 ans après sa mort, criblé de balles sur un toit de Medellín, Pablo Escobar continue à exercer une fascination mêlée d'effroi. Le fameux cartel de Medellín a été la plus grande et la plus profitable entreprise criminelle de tous les temps. Un empire qui s'étendait sur 12 États. Rapt, règlement de compte, exécution sommaire de policiers, des victimes innombrables. Elle serait environ 8000. Pendant une vingtaine d'années, Pablo Escobar a ainsi été le vice-roi obscur d'une Colombie livrée à elle-même. Un homme riche de milliards de dollars qui allait finir comme une bête traquée. C'est cette vie, celle du plus grand criminel de la planète, qu'a partagé pendant toutes ces années son épouse, Maria Isabel Santos Escobar. Elle sort aujourd'hui du silence avec un livre retentissant, La vie secrète de Pablo Escobar, aux éditions Albin Michel. Nous la recevons aujourd'hui en exclusivité dans l'heure du crime. Avec elle, nous allons remonter le fil de la vie de Pablo Escobar. Elle nous dira pourquoi elle n'a jamais pu quitter ce monstre, au nom duquel elle demande pardon. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, Pablo Escobar, un empire de poudre blanche et de sang. Les vies du plus grand narcotrafiquant de la planète à travers le regard de son épouse. Invité exceptionnel aujourd'hui, Trajectoire, qui commence vraiment à émerger au milieu des années 70. En cette année 1975, Pablo Escobar, 26 ans, est déjà un criminel accompli. La légende raconte que ce fils d'une famille pauvre a commencé sa carrière en revendant des pierres tombales dérobées dans des cimetières, puis a touché à tout. Fournisseur de faux diplômes de l'université de Medellín, où il est inscrit quelques mois, revendeur de tickets de loto falsifiés, receleur de voitures volées. À Medellín, ville déjà livrée à tous les trafics, il passe vite à la vitesse supérieure en se lançant dans une activité alors en plein essor. Le rapt de gros commerçants et cadres supérieurs, Escobar, bien renseigné, implacable, excelle dans cette pratique qui le rend riche. Comment ai-je commencé ? J'avais envie de vivre et j'avais de l'ambition, dira-t-il. Escobar raconte avoir découvert le trafic de drogue dans une discothèque. Un jeune Américain lui a expliqué comment, dans son petit avion, il a fait passer quelques kilos de cocaïne aux États-Unis. Le plus facile des trafics et aussi le plus juteux. À Medellín, le parrain local de la drogue s'appelle alors Fabio Restrepo. Il n'a aucune considération pour ce Pablo Escobar, qui souhaite faire du commerce avec lui. 3 semaines plus tard, Restrepo est retrouvé mort, criblé de balles. Premier cadavre exquis qui fait de Pablo Escobar le nouveau patron de la cocaïne à Medellín. Pablo Escobar voit grand pour ce marché régional qui pourrait devenir mondial. Il se sert en Équateur, au Pérou, en Bolivie, transforme la pâte de coca en poudre blanche dans une maison de Medellín, équipée comme un laboratoire de chimie. Il utilise les premières mules, ces passeurs qui pour quelques centaines de dollars traversent les frontières avec l'estomac bourré de cocaïne, empaqueté dans des préservatifs. L'argent rentre à flot. Après un an d'intense activité, le parrain de Medellín attire pour la première fois l'attention de la justice. Au mois de mai 76, la police a arrêté 6 de ces hommes, saisi un camion aux pneus plein de pâtes de coca. Escobar va se retrouver au tribunal. Il tente alors de corrompre le juge, sans succès. Les 2 policiers qui ont fait l'enquête disparaissent du jour au lendemain. On va les retrouver morts. Plus aucun accusateur. Les charges visant Pablo Escobar sont levées. En ce début des années 80, rien ne semble pouvoir interrompre l'ascension effrénée de Pablo Escobar. Il a pris de court les autorités colombiennes, tout comme la DEA, la police antidrogue américaine. Escobar va bientôt disposer d'un stock permanent de 40 à 50 tonnes de cocaïne prête à être livrée. Du jamais vu dans l'histoire des narcotrafiquants. Il peut s'appuyer sur une petite armée d'hommes à tout faire, transporteurs, coordinateurs et surtout tueurs. 500 sicarios selon la DEA américaine.
500 hommes qui règlent les comptes et font régner la terreur. Escobar et l'un de ses associés achètent sous des prête-noms des terres sur l'île de Norman's Cay, aux Bahamas. Ils aménagent une piste d'atterrissage. Ils font construire un hôtel pour touristes et un entrepôt réfrigéré pour officiellement y entreposer des ananas et des bananes. Norman's Cay devient la plaque tournante insoupçonnable du trafic de cocaïne à destination de l'Amérique. Escobar a la trentaine, il est riche et depuis 1976 marié à Victoria Eugenia Henao, qui un jour changera de nom et deviendra Maria Isabel Santos Escobar. Pablo Escobar, le psychopathe, est riche à millions. La Colombie et les États-Unis n'ont pas encore pris la mesure des activités du cartel de Medellín et de son boss. Celui-ci ne va cesser de grossir au point de se voir peut-être un jour à la tête de la Colombie. En ce mois de février 1979, Pablo Escobar fait visiter à son épouse Victoria l'immense propriété qu'il vient d'acheter à Valledupar, à 750 km au nord de Medellín. 850 hectares de jungle insalubre acquis pour 820 000 $. Une goutte d'eau pour le trafiquant qui, déjà, ne sait plus quoi faire des sacs de dollars qui s'accumulent. Escobar, atteint de la fièvre acheteuse, va devenir propriétaire de 8 autres adresses, dont la plus célèbre, celle de Naples, qu'il dédie à l'un de ses héros, le roi de la pègre, Al Capone, d'origine italienne. Un petit avion trône à l'entrée de l'immense hacienda de Naples. L'histoire dit que ce monomoteur Piper était le premier qui a servi au transport de drogue. Il ne s'agit en fait que d'un appareil s'étant écrasé au décollage. Les visiteurs aperçoivent ensuite la carcasse d'une vieille Ford de 1936 criblée de balles, le véhicule dans lequel aurait péri Bonnie and Clyde. Escobar en a fait tirer par ses gardes du corps 167 projectiles dans la voiture pour une reconstitution plus vraie que nature. Naples possède encore un héliport enfoui dans la végétation, la plus grande piste de motocross d'Amérique latine et un zoo, des animaux achetés à prix d'or, lions, kangourous, hippopotames, perroquets et dauphins roses d'Amazonie. Un zoo au cœur de la jungle et ouvert au public. Son épouse dira avoir vu alors le trafiquant rayonnant et radieux. Pablo Escobar est un tueur sans scrupules qui joue les Robins des Bois. À Medellín, son argent sale inonde des programmes sociaux et immobiliers. Il fait construire, le plus souvent dans la plus totale illégalité, des maisons, des écoles et des stades de football pour les plus démunis. On ferme les yeux sur ses activités, on ne voit que le héros des pauvres. Est-il sincère ou met-il à sa botte une population qui lui sera dévouée, le protégera de la police et lui rendra n'importe quel service? Il entre en politique même si sa mère l'a prévenu qu'il signait là son arrêt de mort. Le 20 juillet 1982, il est élu membre de la Chambre des représentants de Colombie. Il n'est officiellement qu'un homme d'affaires, mais les Américains l'ont dans le collimateur. Le président Reagan vient de déclarer une guerre totale aux narcos. Un journal de Bogota rappelle l'arrestation d'Escobar 7 ans plus tôt pour possession de cocaïne. Le rédacteur en chef est exécuté. Le ministre de la Justice, Rodrigo Lara Bonilla, dénonce Escobar. Il est tué dans un guet-apens. C'est le premier ministre d'État assassiné en Colombie. Pablo Escobar devient alors l'homme le plus recherché du continent américain. Commence pour le patron du cartel de Medellín, son épouse Victoria, mère d'un petit garçon de 7 ans, et qui est alors enceinte d'un deuxième enfant, 7 années de traque et de clandestinité. Au milieu de cette cavale, Juan Pablo Escobar, le fils, se souviendra d'avoir logé une semaine dans une maison misérable de Medellín, sans pouvoir rien manger, malgré 2 sacs en plastique que gardait son père, enfermant chacun $1 million. La famille trouve refuge au Panama, puis ne cesse de changer d'adresse. Escobar est pourchassé de toutes parts. Police, armée, le cartel concurrent de Cali et même par les guerrilleros des FARC. Les assassinats, signés Escobar, font rage, pêle-mêle, hommes politiques, hommes de main, prostituées, soupçonnés d'informer la police et surnommés Las Pipeletas, les pipelettes. Des dizaines de cadavres. Le parrain fait même exploser un avion de la compagnie nationale Avianca avec 107 personnes à bord. Il visait un politicien hostile qui finalement n'a pas embarqué.
Une famille prisonnière, Pablo Escobar comprend que cette escalade sans fin va finir par l'emporter. Toutes ces années passées à soudoyer les uns et les autres jusqu'au cœur de l'État lui ont donné des passe-droits. Il va donc se rendre, mais sous certaines conditions. Le 19 juin 1991, Pablo Escobar, patron du cartel de Medellín, qui compte alors une armée estimée à 3000 sicarios, des hommes à tout faire qui tuent pour une poignée de dollars, Escobar se constitue prisonnier. L'air est devenu irrespirable. Le trafiquant risquait à tout moment d'être arrêté par les Américains et d'écoper chez eux d'une centaine d'années de détention. Il s'est engagé à cesser toute activité criminelle contre une peine réduite et promesse de ne pas être extradé. Il a aussi négocié son point de chute, une prison qu'il a fait aménager sur mesure, la cathédrale à Envigado, un terrain de foot, un jacuzzi, une discothèque. Escobar dispose de vastes appartements et d'une dizaine de gardes du corps. La police doit rester à 20 km de la forteresse. Escobar reçoit ici qui il veut. Les prostituées défilent, souvent très jeunes. Il ne veut que des filles âgées de moins de 18 ans. Derrière ces murs, Escobar continue surtout à piloter son cartel, toujours aussi impitoyable. 2 de ses adjoints, 2 frères soupçonnés de détourner de l'argent, sont invités à la cathédrale et assassiné. Après 1 an de détention, les autorités décident de changer le trafiquant de prison. Il est averti de ce changement, il s'évade. Pablo Escobar, fugitif numéro 1 du continent américain, sombre dans la clandestinité, contraint de changer sans cesse de planque à la tête d'un empire qui s'effrite. Le cartel concurrent de Cali et une mystérieuse organisation paramilitaire, Los Pepes, pourchasse sa famille, femmes et enfants. La famille qui est son talon d'Achille. Il tente de la faire évacuer vers les États-Unis, mais cette famille est bloquée à l'aéroport, contrainte de rester en Colombie et désormais placée sur écoute. Escobar est furieux, il déclare alors un dernier combat contre les autorités, il fait exploser un pâté de maison à Bogota, 9 bombes en 2 mois dans la capitale. La guerre fait aussi rage à Medellín, 6662 morts dans des règlements de compte. Pablo Escobar, le menteur, est acculé. Il est lancé dans une escalade sans fin de la violence. Il croit encore pouvoir gagner la partie, mais cette fois, tout le monde est contre lui. L'issue sera fatale. Ce jeudi 2 décembre 1993, Pablo Escobar se terre dans une maison du quartier de Los Olivos, à Medellín. L'homme est épuisé, rongé par les amibes contractées dans la jungle, transformé par son inactivité forcée. Il pèse désormais 115 kilos. La veille, il a fêté son 44e anniversaire en tête-à-tête avec son dernier garde du corps, son cousin et ancien chauffeur de sa mère surnommé El Limon, le citron. Ses 9 lieutenants et ses 3 meilleurs tueurs ont été soit arrêtés, soit abattus. Il avait réussi à mettre à l'abri sa famille en Allemagne, mais ce pays vient finalement de renvoyer tout le monde en Colombie. Il veut avoir de leurs nouvelles. À 13h37, il téléphone à son fils, communication trop courte pour que le bloc des Busqueda, le groupe de recherche du général Octavio Vargas, puisse localiser l'appel. Jusque-là, Escobar a toujours échappé au général, utilisant dans ses propriétés des sorties dérobées ou des tunnels aménagés. À 14h32, comme prévu, le parrain rappelle son fils. L'ordinateur confirme qu'il s'agit bien de la voix du fugitif. Cette fois, le signal est précis, une zone de 400 mètres carrés autour du terrain de foot d'Olivos. 3 minutes plus tard, 14h35, 3 fourgons de commando s'approchent d'une maison de 1 étage. « Je vois quelque chose de bizarre », dit Pablo Escobar à son fils. « À bientôt ». Le parrain raccroche, alors que les policiers sont à la porte. Le cousin garde du corps tente de s'interposer, mais il est aussitôt abattu. Depuis une fenêtre du premier étage, Pablo Escobar saute sur le toit de la maison voisine. Il ne court qu'une poignée de secondes. Les commandos ouvrent le feu au pistolet mitrailleur. 3 balles dans le crâne, 2 autres dans le pied droit, 1 dans la hanche. Les policiers s'approchent du corps. Le roi de la cocaïne est mort. À 14h50, le général Octavio Vargas indique officiellement que Pablo Escobar Gaviria vient de s'offrir une tombe en Colombie. 10 000 personnes assistent aux obsèques précipitées du parrain au cri de « Vive Pablo, que Dieu ait pitié de Pablo ». Les cartels concurrents, eux, vont prendre le relais d'Escobar, dont la fortune était alors estimée à
2,5 milliards de dollars. Un an après la mort de Pablo Escobar et alors que son empire est en miettes, sa veuve, qui s'appelle toujours Victoria Eugenia Henao, obtient l'autorisation d'aller se recueillir sur la tombe de son mari. Déplacement avec ses 2 enfants sous la haute protection de la police. Une famille qui continue à être traquée, sa fortune supposée suscitant toutes les convoitises. En février 1994, le procureur général de Colombie accepte un changement de nom. Victoria devient Maria Isabel Santos Caballero. Ses enfants reçoivent le nom de Marroquín Santos. Le 14 décembre 1994, départ pour un long exil, Équateur, Mozambique, un pays dévasté par la guerre et à qui la famille a versé une somme astronomique pour pouvoir y résider, mais qu'elle quitte aussitôt pour s'installer en Argentine. La veuve de Pablo Escobar y vit ici sans beaucoup d'argent et dans une semi-clandestinité, changeant d'adresse tous les 2 ans. En 1999, les Escobar sont démasqués. La mère et son fils, Juan Pablo, sont incarcérés pour usage de fausses identités et soupçons de blanchiment d'argent de la drogue. Ils seront totalement innocentés. 18 ans après la mort de El Padrón ou d'El Diablo, son histoire continue toujours d'alimenter fantasmes, interprétations, révélations et curiosités. Son frère Roberto, surnommé l'Ourson, ancien comptable du cartel de Medellín et qui a passé 14 ans en prison, joue aujourd'hui les tours opérateurs à Medellín. Il fait visiter les hauts lieux de la légende Escobar aux touristes, ses haciendas, la prison de la cathédrale, jusqu'au toit où il a été abattu dans le quartier redevenu tranquille de Los Olivos. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.